Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire où nous allons vous présenter les principaux résultats, les faits saillants de notre étude, donc sur décoder les nouveaux arrivants 2024. J'aurai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par ma collègue Afaf El Adioui, qui va vous présenter certains de ces faits saillants-là dans quelques instants. Mais auparavant, je vais vous parler un petit peu du contexte dans lequel s'inscrit cette étude chez Léger, cette nouvelle étude chez Léger. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est développer à l'intérieur de notre panel d'internautes chez Léger. Comme vous le savez peut-être, Léger dispose du plus vaste panel d'internautes au Canada en ce moment, avec plus de 420 000 personnes inscrites sur le panel. Et ce qu'on voulait, c'est se doter maintenant d'un panel spécifique qui concerne les nouveaux arrivants au Canada. La raison est relativement simple. En fait, c'est que de plus en plus, nos clients nous demandent est-ce que je peux m'adresser spécifiquement aux nouveaux arrivants au Canada? On va le voir dans quelques instants statistiquement pourquoi cette demande-là, de la part de plus en plus fréquente de la part de nos clients, s'inscrit dans le fait qu'il s'agit du segment de la population canadienne qui connaît la plus forte croissance au cours des dernières années. Et donc, elle est de plus en plus d'intérêt pour l'ensemble des intervenants dans le milieu économique et social. Donc, nous avons voulu, il y a quelques mois, en partenariat avec l'Institut Métropolis, développer justement ce panel de nouveaux arrivants et dédier des efforts de plus en plus importants pour constituer ce panel-là que l'on veut, à travers le temps, représentatif, non pas seulement à l'échelle du Canada, mais à l'échelle de chacune des provinces, des grandes villes. Donc, pour donner cette opportunité-là à un ensemble de nos clients de pouvoir poser des questions directement à la population des nouveaux arrivants au Canada. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder, de se pencher sur les nouveaux arrivants au Canada? Bien, comme on le mentionnait, il s'agit du segment de la population qui connaît la croissance la plus rapide. Depuis 2 ans maintenant, il y a plus de nouveaux arrivants au Canada qu'il y a de naissances au Canada. Donc, il s'agit d'un segment de la population qui est un vecteur de croissance important pour l'ensemble des intervenants. Deuxième élément sur lequel, et pour lequel on voulait interroger nos nouveaux arrivants, c'est qu'ils nous poussent à l'innovation. L'innovation, autant au niveau de nos politiques publiques, autant au niveau de la façon dont les entreprises vont tenter de vouloir justement attirer cette nouvelle clientèle-là vers leurs produits et services qu'ils rendent disponibles à l'ensemble des Canadiens, mais aussi à l'innovation en ce sens où cette population-là, souvent face à des enjeux au niveau du marché de l'emploi, il s'agit d'un segment de la population qui est extrêmement, qui se tourne beaucoup vers l'entrepreneuriat et donc, encore une fois, qui est une problématique spécifique à cette population-là. Aussi, on le sait, l'immigration contribue directement à la diversification de la population canadienne sur tous les plan, nous sommes un pays de plus en plus diversifié et cette contribution-là vient en très grande partie de la part des nouveaux arrivants au Canada. Et en dernier lieu, la raison pour laquelle on s'y intéresse autant, c'est qu'il s'agit là d'un terreau fertile en termes d'opportunités. Opportunités non pas seulement pour des entreprises qui voudraient encore une fois attirer ces clients-là vers leurs produits et services, mais aussi pour l'ensemble des paliers de gouvernement qui vont vouloir trouver des façons toujours de plus en plus innovantes pour mieux servir cette population-là, mieux être en mesure de l'intégrer à la communauté d'accueil. Quand on parle d'une population en croissance, vous l'avez ici sur les 50 dernières années, en 1971, il y avait un petit peu plus que 3 millions de personnes issues de l'immigration au Canada. Ça représentait 15 de la population. On se trouve aujourd'hui en 2021, 50 ans plus tard, avec 23 de la population canadienne qui est donc issue de l'immigration, qui n'est pas née au Canada, ce qui représente tout près de 8,5 millions en termes de population. Et on projette qu'en 2041, donc dans à peine 20 ans d'ici, ce pourcentage-là va grimper au-dessus du tiers de la population. Et dans les grandes villes canadiennes, par exemple, déjà, on a dépassé ce seuil-là à Toronto et à Vancouver, où plus du tiers de la population est issue de l'immigration. Et Montréal va rejoindre ces deux grandes villes-là au cours des prochaines années, où le tiers environ de la population de Montréal sera donc né à l'extérieur du Canada.
Quand on le regarde d'une autre perspective, et si on se penche directement sur les plans ou les énoncés qui ont été faits par le gouvernement du Canada, on projette donc d'accueillir pour 2024 485 000 nouveaux arrivants, dont 58 de la classe économique en termes d'immigration. Le gouvernement souhaite accueillir 500 000 personnes en 2025, encore 500 000 personnes en 2026. Donc, la croissance que l'on voit au cours des dernières années, surtout avec 2022, qui était un retour de balancier là, suivant la pandémie, cette population-là, encore une fois, des nouveaux arrivants, va connaître une croissance relativement spectaculaire à travers le temps. Et donc, encore une fois, pourquoi s'y intéresser en tant que firme de recherche, mais aussi en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, pour ceux qui sont aussi à l'écoute. Si on veut regarder au niveau de leur profil plus particulièrement, c'est sûr que le profil de l'immigration au Canada a grandement changé à travers le temps. Au début du 20e siècle, c'était essentiellement et pratiquement exclusivement une immigration qui était européenne, sinon qui nous venait des États-Unis. Et même si on regarde 100 ans plus tard, en 1971, on était encore dans le même paradigme, si on veut, avec 80 de notre immigration qui était européenne. Et les deux proportions les plus importantes qui suivaient étaient donc la population américaine qui immigrait au Canada et ensuite le début, si on veut, d'une immigration qui nous venait de l'Asie ou du Moyen-Orient. Maintenant, si on regarde, si on se projette de 71 jusqu'à aujourd'hui, on voit une évolution importante. Donc, la proportion de l'immigration au Canada qui nous vient d'Europe est en constante décroissance et en constante croissance de façon quand même spectaculaire. Donc, l'immigration qui nous vient de l'Asie et ou du Moyen-Orient, qui est un peu la barre en bleu que vous voyez apparaître sur le graphique, de plus en plus importante. Pour les autres catégories, donc, la proportion d'Américains qui émigrent au Canada est plus petite en proportion qu'elle l'était il y a 50 ans, mais quand même toujours importante. Nous voyons aussi apparaître en blanc, si on veut, la part de l'immigration au Canada qui nous vient des Caraïbes, des Bermudes, de l'Amérique centrale et du Sud. Et on voit apparaître en gris et aussi une cohorte qui est de plus en plus importante à travers le temps, l'immigration qui nous vient donc d'Afrique. La petite barre rose que l'on voit tout au haut du graphique est l'immigration qui nous vient d'Océanie et d'autres régions du monde, donc qui ne faisaient pas partie des 5 premières catégories, qui est une proportion relativement petite. Donc, de moins en moins d'Européens immigrent au Canada et de plus en plus de gens qui nous viennent des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du Sud, de l'Afrique, de l'Asie, qui viennent donc joindre les rangs de la population canadienne aujourd'hui en 2021. Vous avez ici les 10 pays, les 10 principaux pays au cours des 10 dernières années qui ont contribué à l'immigration au Canada. Vous l'avez ici la proportion pour l'ensemble du pays. Donc, on le voit, l'importance de l'immigration qui nous vient de l'Inde, c'est 16 des nouveaux arrivants depuis les 10 dernières années. Ensuite, les Philippines à 14 Vous avez ensuite la Chine à 9 et là, ensuite, à 2 et à 3 le Pakistan, l'Iran, la Syrie, le Nigeria, la France, le Royaume-Uni et aussi, encore une fois, les États-Unis, qui représentent 3 quand même de l'immigration ou des nouveaux arrivants au Canada depuis les 10 dernières années. Si on regarde au niveau de leur profil démographique aussi, il y a des éléments qu'on doit retenir. Premièrement, si on regarde à gauche du graphique, les cohortes d'âge, si on divise la population adulte en 3 grandes cohortes, ce qu'on s'aperçoit relativement rapidement, si on compare en rouge la population générale canadienne et en rose, au bas du graphique, la population des nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants sont plus jeunes, entre guillemets, que la population générale canadienne. Si on le regarde, au Canada, en ce moment, il y a 41 de la population qui a 55 ans et plus. Ce n'est que 12 chez la population des nouveaux arrivants au Canada. Si on regarde au niveau des 35-54 ans, encore une fois, c'est le tiers de la population générale canadienne, alors que c'est 47 de la population des nouveaux arrivants. Et chez les 18-34, 41 de nos nouveaux arrivants ont 18 à 34 ans, alors que c'est 27 auprès de la population générale canadienne. Avec le profil actuel de l'immigration que l'on connaît au Canada, les démographes, les dernières données aussi de l'Institut de la statistique du Québec et de Statistique Canada démontrent que le profil d'âge un peu plus jeune de la population immigrante va ralentir le vieillissement de la population canadienne. Ce n'est pas suffisant pour renverser le vieillissement de la population canadienne, mais certainement va contribuer à ralentir ce phénomène-là à travers le temps et au cours des prochaines années. Au niveau du genre,
la population des nouveaux arrivants est un peu plus féminine que la moyenne générale de la population canadienne, mais cette différence-là est relativement subtile. Aussi, dans le rapport global de l'étude, on se penche un peu plus sur d'autres variables sociodémographiques qui sont quand même très importantes, dont le revenu et l'éducation. Contrairement à la population générale canadienne, les nouveaux arrivants au Canada sont beaucoup plus éduqués que la population de la société d'accueil. Même 7 sur 10 des nouveaux arrivants ont un diplôme universitaire dans leur pays d'origine. Sauf que quand ils arrivent ici, pour toutes sortes de difficultés que l'on connaît, ces personnes-là trouvent des défis spécifiques sur le marché de l'emploi, ce qui fait que leurs revenus en contrepartie sont plus faibles que la population de la société d'accueil, ce qui a un impact direct sur leur consommation, mais aussi leurs besoins en termes de programmes et en termes d'infrastructures aussi pour mieux s'intégrer au Canada. Donc, ce défi-là de l'emploi, dans le rapport détaillé de l'étude, on le regarde de façon beaucoup plus détaillée, mais l'écart entre éducation et revenus est un phénomène relativement unique à la population des nouveaux arrivants au Canada. Et une des dimensions, encore une fois, un des enjeux ou des difficultés auxquels font face ces populations-là quand ils décident d'immigrer au Canada. Encore une fois, pour revenir sur l'étude en tant que telle, sur celle qu'on vous présente aujourd'hui, notre souhait chez Léger, toujours en travaillant étroitement avec l'Institut Métropolis et son fondateur, Jack Jadouab, c'est de développer un vaste panel de nouveaux arrivants pour lequel on pourra aller poser des questions sur toutes sortes d'enjeux, des enjeux sociaux, politiques, des enjeux reliés à la consommation ou peu importe. Donc, on vise à développer ce panel-là de façon importante. D'ailleurs, l'Institut Métropolis tenait son congrès la semaine dernière à Montréal. Il y avait plus de 900 délégués qui font partie de l'écosystème qui gravite autour des nouveaux arrivants, qui sont là pour contribuer à une meilleure intégration au sein de la population canadienne. Et justement, avec notre partenaire, on est en mesure d'aller et de développer ce panel de nouveaux arrivants pour le rendre disponible à l'ensemble de nos clients et nos partenaires. Et ça nous a permis de produire la première étude qu'on vous présente en partie aujourd'hui et aussi demain dans le second webinaire qui vont porter sur les finances et les assurances chez la population des nouveaux immigrants. Mais comme je le mentionnais, dans l'avenir, on pourra produire des études dans une foule de domaines qui ont trait aux nouveaux arrivants. Donc, le sondage qu'on vous présente aujourd'hui, c'est plus de 2104 nouveaux arrivants de 18 ans ou plus qui sont arrivés au Canada au cours des 10 dernières années. La collecte de données s'est déroulée du 14 décembre au 16 février, donc des données toutes fraîches qu'on commence à analyser maintenant. Et ensuite, on est en mesure, étant donné qu'il s'agit d'un vaste échantillon, donc plus de 2000 personnes, on a ensuite pondéré cet échantillon-là selon l'ensemble des données qui sont disponibles de la part de Statistique Canada sur le profil des nouveaux arrivants au Canada, selon l'âge, selon le sexe, selon la région du pays, selon le pays de naissance de ces nouveaux arrivants et le nombre d'années depuis lesquelles ces personnes-là sont arrivées au Canada. Donc, les résultats totaux que va vous présenter ma collègue Afaf dans quelques instants sont représentatifs de la population des nouveaux arrivants au Canada. Donc, sans plus tarder, Afaf, je te cède la parole. Ben, merci beaucoup, Christian. Puis merci à tous ceux qui sont présents ce matin. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi les nouveaux arrivants ont immigré au Canada. Puis pour 70% des nouveaux arrivants, donc pour la majorité d'entre eux, la décision a été motivée par des raisons économiques. Puis, ça inclut 62% qui cherchaient un meilleur niveau de vie, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants. Ensuite, c'est pour des opportunités d'éducation, encore une fois, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Et on a 2 sur 10 qui sont venus pour la réunification familiale. Puis, si vous le voyez, les chiffres, ils additionnent à plus de 100%, ce qui veut dire que pour un nouvel arrivant, de manière générale, il existe plus d'une raison qui va motiver sa décision de venir au Canada. Ensuite, on voit ici ce beau chemin verdoyant qui représente au fait la chronologie des différentes étapes par lesquelles vont passer les nouveaux arrivants pour s'établir au Canada. Puis, ça va aller des besoins de base jusqu'à des investissements à plus long terme. Donc, ce qui va arriver en premier, c'est vraiment l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, c'est ça qui va un peu outiller
financièrement les nouveaux arrivants pour entamer leur vie au Canada. Ensuite, très rapidement aussi, il y a l'obtention d'un forfait mobile. Un peu plus loin, il y a la location de logement. Puis, puis on a de trouver un premier emploi, puisqu'on voit plus tard l'obtention d'un médecin famille va arriver un peu plus loin dans la chronologie. Mais c'est vraiment pas surprenant parce que c'est quelque chose qu'on connaît aussi au niveau de la population générale. Puis je pense que c'est une frustration sur laquelle, que ce soit les nouveaux arrivants ou les Canadiens bien établis peuvent être facilement d'accord. Enfin, donc, on a ensuite acheté ou loué une voiture. Puis, en dernière étape du parcours, on a l'achat d'une maison. Donc, l'achat d'une maison va être comme euh, le signe d'un engagement à plus long terme, mais aussi un symbole au fait de s'être bien établi dans le pays, puis aussi un symbole d'avoir réussi son intégration, puis son établissement, surtout quand on sait que le taux de propriété immobilière, il est plus faible chez les nouveaux arrivants en comparaison avec la population générale. Euh, Ensuite, ce qu'on voit aussi ici, c'est que les nouveaux arrivants nous ont dit qu'il leur faut en moyenne près de 20 mois pour se sentir financièrement autonomes. Donc, ce qu'on veut dire par financièrement autonome, c'est qu'ils sont capables de couvrir toutes les dépenses de vie, par exemple le logement, la nourriture, les soins de santé, le transport, et ça sans aide financière extérieure. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a 34 qui disent qu'ils ne sont pas encore financièrement autonomes. Euh, c'est sûr que ça diffère selon le moment d'arrivée au Canada. Donc, auprès de ceux qui sont arrivés depuis 5 ans au moins, le chiffre il est supérieur, il est de 45 par rapport à ceux qui sont arrivés depuis 6-10 ans, il est de 22 Puis, fait intéressant, c'est qu'au Québec, cette moyenne-là, elle est inférieure. Elle est de 14 mois environ. Puis, on va le voir par la suite aussi dans le reste des indicateurs. On voit qu'il y a peut-être une pression peut-être financière puis économique un peu moindre auprès des nouveaux arrivants qui sont installés au Québec, mais ça reste quand même une moyenne qui est élevée. Donc, c'est plus d'une année qu'il faut aux nouveaux arrivants au Québec pour se sentir financièrement autonomes. Ensuite, là, on va parler de mode de vie canadien ou de sentiments canadiens. Ce qu'on sait dans d'autres études qu'on a réalisées, c'est que les nouveaux arrivants vont venir chercher ce qu'on peut appeler le rêve canadien. Puis selon eux, ce rêve canadien, ce que ça signifie, c'est une bonne vie stable, la liberté individuelle, les opportunités de carrière. Puis la question qu'on se pose, est-ce qu'ils retrouvent ces attentes-là? Ce qu'on voit ici, c'est que le bilan, il est globalement positif. 74 nous disent qu'ils se sentent bien intégrés dans la société canadienne. Puis, on a 60 qui se sentent canadiens, mais il y a quand même tout le reste qui ne se sentent pas canadiens, qui ne se sentent pas bien intégrés, ou du moins pas encore, parce qu'on voit aussi qu'il y a des différences significatives entre ceux qui sont arrivés il y a plus de 5 ans, puis ceux qui sont arrivés plus récemment. Ensuite, c'est sûr que le rêve canadien n'est peut-être pas une réalité pour tous les nouveaux arrivants, mais ce qu'on voit ici, c'est que les résultats, ils confirment quand même la réputation du Canada comme une destination qui est accueillante pour les nouveaux arrivants. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que la majorité, 82 se sentent les bienvenus au Canada. Puis, fait intéressant encore une fois, c'est que les données qu'on a, ils démontrent un peu le mythe selon lequel on, on se sent moins bien accueilli au Québec ou que le Québec est moins accueillant pour les nouveaux arrivants parce qu'auprès des nouveaux arrivants qui sont installés au Québec, ce chiffre, il est au même niveau. Il est de 83 Puis ce qu'on voit à droite, c'est qu'il y a quand même quelques différences selon les différents groupes ethniques. Donc, il y a une légère différence entre les immigrants d'ethnicité blanche et les immigrants qui sont des personnes noires ou de couleur. Puis à l'intérieur même des différents groupes ethniques, il y a aussi des différences en termes de ce sentiment de se sentir bien accueilli.
Puis, ça reflète aussi que l'expérience immigrante n'est pas, enfin, des nouveaux arrivants n'est pas pareil auprès des différents groupes, puis ce n'est pas quelque chose de monolithique. Puis ça, c'est important aussi pour, que ce soit pour les gouvernements, les associations ou les entreprises, c'est qu'il y a une réalité ethnique qu'il faut comprendre. Puis le fait aussi d'avoir quelqu'un de la communauté, c'est quelque chose qui est à considérer, mais c'est aussi quelque chose que demain, Christian et Amina pourront vous parler plus en détail quand ils parleront du secteur financier. Puis, c'est sûr que 92%, si on peut juste revenir, c'est sûr que 92%, c'est un chiffre qui est élevé et que c'est vraiment positif, mais on peut aussi se demander pourquoi le reste, ils ne se sentent pas bien accueillis. Puis, ce qu'on voit, c'est que ceux qui se sentent pas bien accueillis, c'est généralement ceux qui considèrent que leur qualité de vie ici au Canada, elle est inférieure par rapport à ce qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Ceux aussi qui qui ne ressentent pas qu'ils ont eu le soutien ou les conseils suffisants de la part du gouvernement pour s'installer au Canada. Puis aussi ceux qui trouvent que le coût de la vie ne correspond pas à leurs attentes. Puis ça, on va le voir, c'est un on va dire, des résultats clés que l'on a, puis une des grandes, on va dire, des grandes surprises que les immigrants ont quand ils arrivent au Canada. Euh, Ensuite, donc, comme on a vu, les Canadiens, ils se sentent bien accueillis. Pardon, les nouveaux arrivants se sentent bien accueillis par la population canadienne, mais c'est vraiment au niveau du soutien de la part du gouvernement que le bas blesse. Donc, on a une bonne partie des nouveaux arrivants qui sont en désaccord avec le fait qu'ils ont reçu un soutien, des ressources ou des conseils qui sont suffisants de la part du gouvernement pour bien s'installer. Puis, on remarque aussi qu'il y a des différences significatives par rapport à ce point, par rapport à ceux qui disent qu'ils ont laissé une qualité de vie dans leur pays d'origine qui est supérieure à ce qu'ils vivent ici. Ils ont plus tendance à être en désaccord avec cet énoncé-là. Ensuite, donc oui, comme je vous disais, c'est un des chiffres clés de cette présentation. Donc, il y a vraiment un écart significatif entre ce que les nouveaux arrivants attendaient en termes de coût de vie, puis la réalité qu'ils ont rencontrée ici. Donc, 84% nous disent que le Canada est plus cher que prévu. Puis, cette différence entre les attentes puis la réalité, ça suggère aussi qu'ils sont mal préparés, puis que ça rend l'ajustement encore plus difficile. Puis, ça explique aussi ce qu'on voyait tantôt par rapport au temps que ça prend pour devenir autonome financièrement. Puis, c'est encore plus important parce que on sait que plus de 70% sont venus au Canada pour des raisons économiques, donc aussi pour un meilleur niveau de vie. Puis, tout ça va venir avoir un impact considérable sur leur expérience d'immigration, puis sur leur intégration dans la société d'accueil. Puis, c'est quelque chose qu'on va venir retrouver dans les enjeux auxquels ils font face. Donc, si on peut juste montrer tous les enjeux pour l'ensemble des nouveaux arrivants puis la population générale. Donc, ce qu'on voit en bas, c'est issu d'autres études qu'on a réalisées auprès de la population générale. Donc, chez les Canadiens, le top 4 des enjeux les plus importants, c'est l'inflation, ensuite l'état de soins de santé, l'abordabilité du logement, puis les emplois et l'économie. Puis on voit qu'auprès des nouveaux arrivants, ces enjeux-là, c'est les mêmes. Donc, on retrouve les mêmes 4 grands enjeux, mais leur ordre va être différent. C'est-à-dire que en deuxième position, juste après l'inflation, ça va être l'emploi et l'économie. Puis, ce qui est différent aussi, c'est que l'état des soins de la santé va venir vraiment en quatrième position. Puis, ce n'est pas étonnant quand on sait que quand on arrive dans un nouveau pays, le premier défi, on va dire, le premier objectif, ça va être de s'insérer dans le marché de l'emploi, puis aussi d'avoir une certaine stabilité financière. Fait intéressant, c'est que si on regarde les nouveaux arrivants qui sont installés au Québec, le classement est similaire à celui de la population générale. C'est-à-dire qu'au Québec, chez les nouveaux arrivants, l'enjeu
le premier enjeu important, c'est l'inflation, mais c'est suivi directement par l'état des soins de santé, puis ensuite l'abordabilité du logement et enfin l'emploi et l'économie. Puis ça peut s'expliquer par la situation économique au Québec qui est légèrement différente par rapport au reste du Canada, notamment par rapport à tout ce qui est taux de chômage, où au Québec, le taux de chômage il est inférieur au reste du pays. Puis, aussi, ce qu'on remarque, c'est que ces enjeux-là que subissent la population générale, ça va créer une tendance que l'on voit dans d'autres études aussi, c'est que euh, de plus en plus de personnes, de Canadiens, considèrent que l'augmentation de l'immigration, c'est un facteur qui contribue aux enjeux qui sont liés aux soins de santé, mais aussi au fait que le logement n'est plus aussi abordable. Puis, il y aura cette croyance aussi qu'il faudrait diminuer le nombre d'immigrants qui sont autorisés à entrer au Canada. Puis, dans d'autres études, on voit que c'est la moitié des Canadiens qui vont estimer que le plan d'immigration actuel admet trop d'immigrants. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver un pourcentage qui est quand même de 42 auprès des nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'il y a quand même 42 des nouveaux arrivants qui pensent que le plan actuel d'immigration admet trop d'immigrants. Donc, il y a quand même une inquiétude par rapport à la pression que l'immigration peut avoir sur certaines infrastructures. Puis c'est quelque chose qui est partagé aussi bien par la population, par les Canadiens bien établis que par les nouveaux arrivants à différentes mesures. Euh, puis, le problème, si on peut passer à la page suivante, donc le problème, c'est pas vraiment dans la politique d'immigration parce que si on regarde les enjeux qui nous ont cités, la politique d'immigration ne semble pas être un enjeu principal, que ce soit pour les Canadiens ou pour les nouveaux arrivants. La préoccupation, ça va être vraiment par rapport à la pression supplémentaire que va exercer l'immigration sur les infrastructures existantes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le résultat d'une étude qui a été faite auprès de la population générale. Puis on voit que la majorité des Canadiens, donc 66 sont d'accord que l'immigration contribue de manière significative à la diversité culturelle du Canada. Donc, la population générale est quand même consciente de l'apport de l'immigration. Mais il y a un pourcentage similaire qui sont aussi d'accord que l'augmentation du nombre d'immigrants contribue à la crise de logement, puis que l'augmentation du nombre d'immigrants augmente la pression sur le système de santé. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'on voit l'apport de l'immigration, mais on se préoccupe de son impact. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que il y a quand même les préoccupations d'ordre économique chez les nouveaux arrivants. Puis, ce qui n'aide pas forcément, c'est la difficulté qu'ils vont avoir à faire valoir leurs qualifications et expériences. Donc, comme ce qu'expliquait Christian plus tôt, donc on sait que d'un côté, l'objectif principal de la stratégie d'immigration au Canada, c'est vraiment de renforcer la main-d'œuvre. Donc, on a de plus en plus d'immigrants qui sont en quête d'opportunités économiques. Puis d'un autre côté, on a les nouveaux arrivants qui vont rencontrer des obstacles vraiment significatifs sur le marché de travail par rapport à tout ce qui est reconnaissance de diplôme, comme on le voit ici avec 60 qui disent qu'ils ont eu de la difficulté à faire valoir leur qualification et leur expérience dans le pays d'origine. Puis on sait aussi que plus du tiers n'ont pas pu obtenir un emploi dans leur domaine de compétences. Donc, il y a vraiment un effort à faire pour réduire les barrières sur le marché de travail, que ce soit à travers la reconnaissance des diplômes, mais aussi l'offre de programmes qui permettent au fait d'aligner les compétences des nouveaux arrivants par rapport aux besoins du marché. Puis aussi, on a fait d'autres études auprès de la population générale, mais aussi auprès des immigrants en particulier. Puis on remarque que l'intention de créer une entreprise est plus élevée. Elle est 2 fois plus élevée chez les personnes immigrantes par rapport aux personnes non immigrantes. Puis ce qu'on trouve, c'est que c'est plus lié chez les nouveaux arrivants par rapport à l'insatisfaction vis-à-vis de l'emploi actuel,
mais aussi on a plus de nouveaux arrivants ou d'immigrants qui sont au chômage, qui vont aller décider de créer leur entreprise. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand les nouveaux arrivants n'arrivent pas à trouver un emploi qui les satisfait ou à trouver un emploi tout court, ben, ils vont aller chercher des solutions pour créer leur propre emploi. Ensuite, on arrive à des questions que moi, personnellement, je trouve très intéressantes. En tant que chercheur, on aime beaucoup quand il y a des contrastes. Puis dans cette question-là, on voit vraiment une divergence d'opinion. Donc, notamment entre les nouveaux arrivants puis la population générale concernant l'intégration culturelle. Ici, ce qu'on voit, c'est que la moitié des nouveaux arrivants, ils pensent que la meilleure approche pour le Canada, c'est d'encourager les nouveaux arrivants à maintenir et à promouvoir leurs propres identités culturelles et religieuses, alors qu'on a seulement 26% des Canadiens qui partagent ce point de vue. Puis, en contraste, on a la majorité de la population, donc 55% de la population, qui pense que l'approche pour le Canada devrait être d'encourager les nouveaux arrivants à adopter des valeurs et des traditions du courant dominant, puis à abandonner les éléments de leur identité qui sont incompatibles avec les valeurs dominantes. Puis on a juste un tiers des nouveaux arrivants qui vont être d'accord avec ce point. Donc, on voit carrément qu'il y a un désaccord clair entre les attentes des immigrants puis les attentes de la population existante. Mais il faut garder aussi en tête que d'un côté, la majorité, ce qu'on voit dans les résultats, c'est que la majorité des nouveaux arrivants disent qu'ils se sentent à l'aise à participer à des pratiques culturelles ou religieuses. Puis, on a vu que 82% se sentent quand même bienvenus puis bien accueillis au Canada. Puis, on sait aussi que les Canadiens, ils donnent de l'importance à la diversité culturelle qui est ramenée par les nouveaux arrivants. Donc, c'est plus une recherche d'équilibre qui est encore à définir entre le fait de célébrer la diversité puis s'aligner sur les valeurs dominantes. Donc, c'est quelque chose qui est encore en train d'être défini dans le pays. Puis, ce n'est pas forcément une dichotomie. Puis aussi, avec le changement de la démographie, c'est quelque chose qui va avoir tendance aussi à évoluer. Puis, euh, ensuite, donc, ça, c'est aussi une question qu'on a posée aussi bien aux nouveaux arrivants qu'à la population générale dans d'autres études. Puis, on voulait savoir, est-ce que la majorité considère que la diversité, c'est une force pour le Canada, puis à quel point? Puis ce qu'on voit aussi, c'est encore une fois une divergence d'opinion. On a certainement plus de la moitié, que ce soit auprès de la population générale ou des nouveaux arrivants, qui pensent que certains éléments de la diversité peuvent constituer une force, mais il y a d'autres éléments qui peuvent être à l'origine de problèmes ou de conflits. Mais là, on voit le contraste, c'est vraiment euh, qu'on a 42% des nouveaux arrivants qui pensent que la diversité est définitivement un atout, puis sans aucun doute une force pour le Canada, alors que auprès de la population générale, ils sont uniquement près du quart à penser ça. Puis, on voit aussi le contraste dans le fait que 21% de la population générale pense que la diversité est souvent à l'origine de problèmes de conflits au Canada. Donc, ils sont 3 fois plus chez la population générale à penser ça en comparaison avec les nouveaux arrivants. Puis, euh, au-delà de ça, je pense que ces résultats, ça doit être vraiment vu comme une sorte d'opportunité pour affiner les politiques, mais aussi pour aller chercher plus d'engagement auprès du grand public, puis en mettant en avant les contributions de l'immigration, que ce soit en mettant en valeur l'enrichissement culturel, mais aussi la contribution à la croissance démographique, mais aussi la contribution économique des nouveaux immigrants. Donc, c'est vraiment, encore une fois, comme on le voyait pour la question d'avant, c'est vraiment d'aller, au fait, trouver un certain équilibre et puis équilibrer aussi le récit
par rapport à l'apport des nouveaux arrivants, puis cultiver aussi une compréhension un peu plus nuancée du rôle de l'immigration dans le pays auprès de la population générale. Ensuite, la question que tout le monde se pose, c'est ce qu'on a posé aux nouveaux arrivants, puis on leur a demandé si vous deviez prendre la décision de nouveau, est-ce que vous choisiriez d'immigrer au Canada? Puis 2 tiers des nouveaux arrivants nous répondent que oui. Fait que c'est globalement positif, mais c'est pas parfait parce qu'on a quand même une bonne proportion qui disent qu'ils ne referaient pas nécessairement le même choix. Puis, ce qui va vraiment jouer dans ce sentiment-là, c'est à quel point ils se sentent accueillis, à quel point ils se sentent intégrés dans la société, mais aussi à quel point ils ont senti qu'ils ont reçu un soutien, puis des conseils suffisants de la part du gouvernement. Puis on voit aussi que ceux qui ont un statut économique plus faible au Canada, ben, ils sont plus susceptibles aussi d'avoir ce sentiment de regret. Donc, autrement dit, c'est tous ces éléments-là sur lesquels ben, le gouvernement, mais aussi la société canadienne de manière générale peut venir jouer un rôle pour que ben, l'immigration ben, soit un succès, que ce soit pour le nouvel arrivant, mais aussi pour la société d'accueil. Donc, ça conclut les constats qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Puis, je vais laisser Christian vous en dire plus sur comment en savoir plus sur cette étude avant de passer aux questions. Parfait. Merci beaucoup, Afaf. Moi, ce 67%-là me fascine, encore une fois. Puis, je fais allusion, le parcours migratoire des nouveaux arrivants au Canada est pas sans obstacle et pas sans difficulté. Et puis, tu en as fait mention aussi. Moi, je me disais 67%, ça nous donne un C sur notre bulletin là, si on est dans un cours universitaire. Est-ce que c'est acceptable pour une province comme le Québec, pour un pays comme le Canada, parce que le résultat est le même pour les nouveaux arrivants au Québec comparativement au reste du pays? Est-ce qu'on accepte ça, un C? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux en tant que société d'accueil pour transformer ce C-là en un B dans l'avenir? Parce que, puis dans notre métier, on le voit souvent, comme tu le sais très bien aussi, on est souvent devant le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, ce 67%-là me décevait un peu, alors que d'autres disaient, ben, c'est quand même bien, c'est quand même un résultat positif. Mais encore une fois, une personne sur 3 qui a décidé de venir s'établir au Canada se dit en quelque part dans sa tête, je ne suis pas sûr que j'ai pris la bonne décision. Moi, en tout cas, c'est un chiffre qui m'interpelle de façon importante. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils ne se sentaient pas bien accueillis. On voyait le résultat de 82% que tu présentais plus tôt. Mais encore une fois, ces années-là de leur vie sont des années qui sont souvent difficiles. Donc, des résultats qui sont fascinants. C'est sûr qu'on ne peut pas vous présenter tous les résultats aujourd'hui. C'est une enquête dans laquelle il y avait plus de 80 questions, il y avait plus de 125 variables, si on prend notre jargon de sondeur. On ne pouvait pas tout vous présenter ça aujourd'hui. Si jamais vous voulez en savoir plus et avoir l'ensemble des résultats détaillés pour l'ensemble de l'étude, communiquez avec nous, ça va nous faire un plaisir. Par la suite, l'étude détaillée complète qui est en phase d'analyse en ce moment sera prête d'ici les prochaines semaines. En communiquant avec nous, on va pouvoir aussi à ce moment-là vous mentionner quels sont les coûts reliés à l'obtention des résultats de l'étude et qu'est-ce que l'étude va contenir. Mais juste de façon en résumé, l'étude va contenir l'ensemble des éléments sur l'intégration économique des immigrants, tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui, mais beaucoup plus en détail avec l'ensemble des différences socio-économiques qui sont reliées à ces profils, de même que l'ensemble des données qui sont propres à les finances personnelles des nouveaux arrivants, mais aussi leur profil en tant qu'assurés potentiels. Donc, vous avez seulement qu'à communiquer avec solution à commercial léger 360.com pour qu'on puisse vous donner l'ensemble des détails. Aussi, cet après-midi, vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire de ce matin. Vous allez recevoir aussi la présentation que vous venez de voir. Donc, vous pourrez la partager avec des collègues chez vous aussi. Donc, tout ça va vous être envoyé. Donc, si vous avez participé au webinaire ce matin, tout va vous être envoyé par courriel au cours de l'après-midi. Donc, vous ne perdrez rien. Et il nous reste quelques minutes. On vous promet que vous serez
qu'on va vous laisser un peu de temps avant votre prochaine rencontre, probablement qui sera à 10 heures pour ceux qui sont à l'heure de l'Est. Mais on va aller voir au niveau des questions. Et puis, ça va nous faire plaisir aussi d'y répondre. Quelqu'un demande, est-ce qu'il est possible de distinguer Asie et Moyen-Orient? Oui, dans les données détaillées, ce qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui, c'est des résultats un peu sous forme d'amalgame, mais nous avons aussi l'ensemble des données par pays d'origine. On peut aller par plus fine en termes de région, mais aussi y aller au niveau du pays d'origine. Certains pourcentages, tu le mentionnais aussi, Afaf, ne s'additionnent pas à 100%. Effectivement, dans le résumé qu'on vous présentait, des fois, on n'a pas présenté la proportion de ceux qui s'abstenaient de répondre ou qui ne savaient pas. Et dans certains cas aussi où les gens pouvaient s'exprimer ou pouvaient mentionner plusieurs catégories à une même question, à ce moment-là, les pourcentages pouvaient s'additionner à plus de 100% aussi d'ailleurs. Quelqu'un pose la question sur l'intégration au Québec comparativement au reste du Canada. Puis, n'hésite pas à intervenir, Afaf aussi, mais la raison pour laquelle, dans le webinaire de ce matin, parce qu'on savait que beaucoup des personnes qui seraient à ce webinaire-ci en français seraient du Québec, c'est qu'il y a très peu de différences significatives entre la donnée québécoise et la donnée pour le reste du Canada. Donc, on s'en est tenu à la donnée nationale. À certains moments, AFAF a fait mention de certaines différences. Et la question plus spécifique est demandée ici, si l'indépendance financière est atteinte plus rapidement au Québec, 14 mois environ, comparativement à 19,6, c'est la donnée que AFAF présentait. Est-ce que ça a d'autres impacts, si on veut, sur les nouveaux arrivants? Encore une fois, ils se sentent aussi bien accueillis au Québec que dans le reste du Canada. Ils se sentent aussi bien intégrés à la communauté locale que dans le reste du Canada. Mais effectivement, la pression financière des nouveaux arrivants au Québec était moindre. Je ne sais pas, enfin, si tu as vu d'autres différences qui seraient importantes de mentionner, mais encore une fois, dans l'ensemble, on tirerait les mêmes conclusions si la recherche n'avait été faite qu'au Québec. Non, mais de manière générale, ce qu'on voyait, c'est sûr que ça reste élevé pour les deux, genre comme par rapport à la pression financière. Puis on voit que l'inflation, c'est un des enjeux qui est le plus important, que ce soit pour les nouveaux arrivants au Québec ou ailleurs. Mais il y a quand même une certaine nuance. Puis on voit que la pression économique elle est légèrement plus faible chez les personnes au Québec. Puis c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'on s'intègre plus vite? En tout cas, ça veut dire au Québec, je veux dire, est-ce que ça veut dire que on est plus autonome financièrement au Québec, puis on se sent tout aussi bien accueilli au Québec qu'ailleurs, et que il y a encore d'autres étapes, on va dire, avant de parler d'intégration totale. Puis, par exemple, des choses comme la propriété, les nouveaux arrivants au Québec y accèdent plus tard par rapport au reste du Canada. Donc, c'est le bilan, on va dire, il est très, on va dire, diversifié par rapport à cette question de l'intégration qui comprend vraiment plusieurs facettes. Mais en termes d'autonomie financière, oui, on y arrive plus facilement quand on est nouvel arrivant au Québec. Effectivement, quelqu'un mentionne, on ne voit pas le pourcentage des nouveaux arrivants qui veulent créer une entreprise. Dans le rapport détaillé, il y aura des données supplémentaires, mais c'était dans une étude que tu avais réalisée aussi, où effectivement, j'y vais de mémoire, mais auprès de la population générale, c'est environ 21% de la population générale qui souhaiterait fonder une entreprise. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est une autre chose, mais qui souhaiteraient être ou devenir entrepreneur. Et puis, ce que l'étude révélait, si je me souviens bien, c'est que c'était plus que le double chez la population des nouveaux arrivants, comme tu mentionnais plus tôt. Je regarde. Selon vous, est-ce que vous pensez que le 67% qu'on présentait à la fin pourrait avoir un impact négatif sur les projections de 2041? Question qui est très intéressante parce qu'on le sait. Est-ce que le fait que les nouveaux arrivants trouvent
que ça coûte très cher vivre au Canada, que certains remettent en question leur décision de venir, bien, possiblement sur le bouche à oreille, sur la façon dont ils racontent leur trajectoire en tant que nouvel arrivant dans leur connaissance, leur famille, dans leur pays d'origine. Est-ce que ça pourrait changer les perceptions du Canada à l'étranger? Ben, la question est un peu sous forme d'hypothèse, mais l'hypothèse, elle est très valable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Afaf, mais si la perception est que ça coûte trop cher vivre au Canada, ben, essentiellement, peut-être que ça pourrait réduire le degré, si on veut, d'attractivité du Canada pour des immigrants potentiels. Oui, c'est sûr que ça peut venir jouer un rôle, mais après, il faut considérer ça dans un contexte plus global où ben, l'inflation, par exemple, c'est une réalité qui est généralisée à plusieurs pays dans le monde aussi. Donc, c'est ça aussi, c'est que le choix d'immigration va aussi tenir compte ben, des autres possibilités. Puis le 67%, on n'a pas de comparatif par rapport au ressenti des immigrants dans d'autres pays. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que ben, le Canada, c'est encore considéré comme une terre qui est accueillante pour les nouveaux arrivants. Puis certainement, il y a l'enjeu économique qui pourrait venir jouer un rôle, mais c'est difficile de savoir à quel point. Il y a une question qui demande aussi, là, au niveau de la reconnaissance des diplômes et des compétences, est-ce qu'il y a encore une fois une différence entre le Québec et le reste du Canada? Dans les faits, non. Donc, c'est environ près de 2 nouvelles arrivants sur 3 qui ont vécu des difficultés au niveau de la reconnaissance de leurs compétences ou de leurs diplômes. Cette donnée-là, elle est statistiquement, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le Québec et le reste du Canada. Ça demeure un enjeu majeur partout où on décide de s'établir au Canada. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je regarde ici. Oui, dans le rapport détaillé, effectivement, quelqu'un pose la question. On va être en mesure de donner les résultats par catégorie d'immigration, que ce soit les étudiants, aussi les immigrants de nature économique versus les réfugiés. Donc, ces données-là sont effectivement disponibles. De même que les données par province ou par région qui sont présentées dans le rapport détaillé. Je vois qu'il est 9h50. Est-ce que à ce moment-ci, si jamais il y a d'autres questions, puis il y en a qu'on n'a pas réussi à répondre au cours du webinaire, ça va nous faire plaisir d'y répondre par courriel plus tard. Donc, n'hésitez pas si vous voulez continuer à mettre de vos questions. On vous avait promis qu'on terminerait assez longtemps avant 10 heures pour vous permettre la transition vers votre prochain rendez-vous. Donc, au nom d'Afaf et de moi-même, au nom de Léger aussi, je voulais vous remercier d'avoir pris de votre temps ce matin pour être avec nous. N'oubliez pas, demain à 9 h, à la même heure, il y a notre deuxième webinaire qui va porter sur les questions économiques, de finances personnelles et aussi d'assurance. Donc, j'y serai avec ma collègue Yamina pour ce deuxième webinaire sur comprendre ou mieux comprendre les nouveaux arrivants au Canada et au Québec. Merci et bonne journée.